Bon, alors aujourd'hui, on va voir la douleur. Pourquoi est-ce qu'on va voir la douleur? Parce que, comme pour la fièvre, ça va être un des symptômes à, à traiter lors du management des cas en orthopédie. Donc, je ne peux pas ne pas voir la douleur comme j'avais vu avec vous la fièvre et comme j'avais vu avec vous l'inflammation. OK? Et de la même façon, pour comprendre la douleur, on avait vu la somesthésie, OK, qui nous permettra de comprendre un petit peu mieux le concept de douleur. Donc, la douleur, c'est quelque chose qui est perpétuellement en renouvellement, les notions sur la douleur. Et ainsi, nous avons une ancienne définition. Une ancienne définition qui dit que la douleur est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à une lésion tissulaire, qu'elle soit réelle, potentielle ou décrite en ces termes par le patient. C'est assez compliqué comme définition et il faut comprendre tous les mots, c'est-à-dire expérience sensorielle, ça veut dire que expérience, c'est le fait d'éprouver quelque chose dans sa réalité. OK? C'est une épreuve que l'on fait personnellement. C'est ça l'expérience. Donc, c'est une expérience. Et moi, j'aimais bien cette définition, hein, parce qu'on dit que c'est une expérience sensorielle, donc elle est ressentie au niveau des sens, ok? Et en particulier, on verra que c'est le sens du toucher, ok? La somesthésie consciente, ok? Mais on dit aussi que c'est une expérience émotionnelle. Autrement dit, on peut ressentir la douleur à travers les émotions, ok? Est-ce que quelqu'un dans le groupe peut me dire à quoi servent les émotions? Donc, personne, est-ce que Faustin Samuel Olivier, il est là? Est-ce que Je suis là, Faustin, docteur. Allô? oui, est-ce que tu peux me dire c'est quoi, à quoi servent les émotions? Euh, Dans le cas de la douleur, vous voulez parler, docteur? Dans n'importe quel cadre, à quoi ça sert les émotions? Ok. Pour la douleur spécifiquement, moi, je pense que les émotions servent à- c'est une sorte de manifestation Hmm. de la douleur. C'est-à-dire que Ne parle pas des émotions dans la douleur. En général, d'après toi, les émotions, ça sert à quoi? euh, à s'exprimer. OK, Je vais dire, docteur. OK, c'est une façon de voir. Laïna Payan, est-ce que tu peux répondre? Je dirais que les émotions nous aident non seulement à nous exprimer, mais aussi à réagir rapidement face à quelque situation. Attends, tu veux parler plus fort? J'ai pas compris. J'ai pas bien entendu. Je dirais que les émotions nous aident aussi à réagir rapidement face à des situations. Ouais. La guerre, quel est ton avis? La guerre, faut croire que la guerre n'est pas devant son ordinateur, mais son appareil. La fortune, Andy Davis, quel est ton avis? Ouais, la fortune n'est pas devant son appareil aussi.
Alors, pour expliquer ça mieux, les émotions, c'est ce qui va donner une qualité à la sensation. OK? C'est-à-dire que vous prenez une odeur. Tout simplement, vous prenez une odeur, mais c'est l'émotion qui va vous dire si l'odeur que vous prenez, si elle est agréable ou pas. C'est à ça que sert l'émotion. Et l'émotion, c'est justement ce qui vous permet de dire que la sensation est agréable ou désagréable. Donc, dans l'ancienne définition, la douleur est une expérience sensorielle et émotionnelle. Donc, ça veut dire que votre expérience sensorielle sera agréable ou désagréable, mais dans ce cas-là, elle est désagréable. Du moment que l'émotion, que l'expérience est désagréable, on, on la caractérise comme étant une douleur. OK? Et le reste est encore plus intéressant, associé à une lésion tissulaire réelle. Donc, vous pouvez avoir une plaie, mais potentiellement, vous pouvez avoir cette plaie où le patient peut vous décrire une espèce de plaie qu'elle a, une espèce de lésion qu'elle a, OK? Et cette lésion-là n'existe pas. OK? Un petit exemple, est-ce qu'on peut avoir une douleur et ne pas savoir exactement où on la ressent? Est-ce que Ketchina peut me répondre? Oui, docteur. C'est un exemple de douleur que tu peux avoir et que tu ne peux pas localiser. Tu ne peux pas répondre à cette question. Oui, oui, docteur. Vas-y, donne-moi la réponse. Gentino, est-ce que tu peux répondre? Bonjour, Oui, docteur. docteur. Pour moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît, la question. Est-ce que tu peux ressentir une douleur et ne pas savoir où ça te fait mal? Oui. Exemple, Et, donc, on ne peut pas savoir précisément où est la douleur, si c'est une irradiation. donne-moi un exemple. Pour l'irradiation, Et c'est pas ça. un exemple, j'en ai pas, docteur. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un exemple? Jean-Richard Christian, tu as un exemple? Exemple pour le docteur. Hmm. Ok. Alors, un exemple. Lorsque vous ratez un examen et que vous avez une mauvaise note, ça fait mal. Vous avez une douleur. Mais est-ce que vous pouvez dire exactement où se trouve cette douleur? Lorsque vous perdez un être cher, vous avez mal. Mais vous ne pouvez pas dire où se trouve la douleur. Mais est-ce que à ce moment-là, vous serez d'accord que comme on qui dit, ah, on va sentir rien, on va rien douleur? Je ne pense pas. OK? C'est pour ça qu'on vous dit, Allô? oui, Docteur, excusez-moi, mais est-ce qu'on ne risque pas de confondre douleur et souffrance à ce moment-là? d'après toi, quelle serait la différence? Parce que si on ne ressent rien, genre Est-ce que d'autre tu penses que physique, la est-ce souffrance est qu'on est différente de la obligé? douleur? Bah oui, OK, donne-moi, s'il y a aucune sensation, moi, donne-moi la je pense pas différence. qu'on va parler de douleur. OK, donne-moi la différence pour toi entre souffrance et douleur. Ah, yeah. Pour moi, euh, la souffrance, la souffrance, c'est quelque chose, certes, qui fait mal. Mais on n'est pas obligé d'avoir un support physique pour parler de souffrance. Ah, tu penses? Cependant, cependant, pour la douleur, c'est quelque chose qui fait mal, genre un organe ou encore quelque part Eh dans le bien, corps. d'après la définition, la souffrance est une douleur prolongée
On parle de souffrance lorsque la douleur est prolongée. Et on verra ça, j'anticipe un petit peu, lorsque tu as une douleur chronique, à ce moment-là, on appelle ça une souffrance. Donc la souffrance est une douleur. OK? Ah, ok. Merci. Donc, suivant cette définition, si un malade dit qu'il est en souffrance ou bien qu'il a une douleur, on n'a pas le droit de dire ce n'est pas vrai. Donc, faut pas dire mon nom sont estéraliers et ce genre de choses. Le patient qui exprime une douleur, il exprime une demande. Et votre rôle de médecin, c'est justement de voir ce que vous pouvez faire face à cette demande. OK? Donc, la douleur, c'est aussi, l'expression de la douleur, c'est aussi un SOS, une demande à l'aide. Nous avons une nouvelle définition, parce que chaque année, je suis obligé d'aller revoir ce qui se passe dans la douleur, parce que c'est comme toutes les spécialités, la douleur est censée, on doit toujours, pour la douleur, on doit toujours mettre ses connaissances à jour. Bon, malheureusement, j'étais sur le site Douleurs sans frontières. Ils n'ont pas mis leurs connaissances à jour, ce qui est dommage. OK? Avant la douleur, c'était un petit groupe qui s'en occupait, mais maintenant, vous avez plusieurs personnes, plusieurs spécialités qui s'occupent de la douleur et qui viennent avec leur définition propre. OK? Dans la nouvelle définition, on dit que la douleur, il s'agit d'une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable. Bon, on est d'accord pour la première phrase, pour la première partie, la première proposition, associée ou ressemblant, donc l'autre explique un petit peu mieux, associée ou ressemblant à celle liée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle. Donc, dans ce cas-là, comme on vient de le voir, la douleur est toujours une expérience personnelle qui est influencée à des degrés divers par des facteurs biologiques, psychologiques et sociaux. La douleur et la nociception sont des phénomènes différents et on sait que c'est pourquoi la douleur ne peut être déduite uniquement de l'activité des neurones sensoriels. Donc, on va voir, on aura la douleur nociceptive, donc c'est la douleur qui est liée à la nociception. OK? Et elle est simplement donnée par des neurones sensoriels. Et à travers leur expérience de vie, les individus apprennent le concept de la douleur. OK? Et le plus souvent, notre notre première sensation lors de la naissance, heureusement qu'on ne se rappelle pas, c'est la douleur. Pour que l'enfant puisse respirer, on est obligé de transformer ça, on le fait par la douleur. On le tape pour qu'il puisse crier. Donc, l'expression d'une personne sur une expérience de douleur doit être respectée et j'insiste sur ça. OK? Bien que la douleur joue généralement un rôle adaptatif, elle peut avoir des effets négatifs sur le fonctionnement et le bien-être social psychologique. OK? Je tiens à préciser qu'il fut un temps, bon, même il fut un temps parce que jusqu'à présent on le fait, OK, les sévices corporels sont utilisés dans l'éducation, à l'école, dans la scolarisation. Sévices corporels, ça veut dire le bâtiment. Donc, au bâtiment pour le cas apprendre, au bâtiment pour le cas étudier bien. Donc, on utilise la douleur, OK, pour forcer à apprendre. Et c'est pour cela qu'on dit que c'est une mauvaise méthode. OK? De même que les parents qui battent l'enfant, c'est une mauvaise méthode. Parce que le plus souvent, si le parent bat l'enfant, OK, c'est qu'il lui fait payer son propre échec. C'est parce que le parent n'a pas réussi, fait si mon comprendre qui ça bon pour lui et qui ça pas bon pour lui. Et il y a des fois, ça le dit qui pas bon pour lui, ce n'est pas justifiable. OK, que le bat Timon là. OK? La description verbale de la douleur n'est qu'un des nombreux comportements, on va voir, permettant d'exprimer la douleur. L'incapacité à communiquer n'exclut pas la possibilité qu'un être humain ou un animal non humain éprouve la douleur. On verra ça. Il y a des âges, par exemple les enfants, les nouveau-nés et aux extrêmes de la vie, les vieillards, où ils ne peuvent plus verbalement
ils ne peuvent plus, pour les vieillards, ils ne peuvent pas, pour les enfants, verbalement exprimer leur douleur. Donc, ils vont l'exprimer d'une autre façon. Mécanisme de la douleur. Donc, on a un petit schéma qui est vraiment pas mal, que j'adore, OK, qui montre les mécanismes de la douleur. OK? Dans ce cas-là, le mécanisme de la douleur, OK, est une liaison tissulaire. Il sera donc lié avec l'inflammation. Nous avons un premier phénomène qui est la transduction. OK, on verra plus tard c'est quoi la transduction. Mais j'anticipe en disant que ça permet justement à l'excitation du neurone d'envoyer ça comme un potentiel d'action au niveau du nerf. OK? Au niveau de vous avez la moelle épinière ici, et on sait que la sensation consciente et inconsciente aussi, OK, se ressent au niveau de la cône postérieure de la moelle épinière. Et vous avez donc un deuxième neurone, donc le premier neurone est un neurone sensitif, OK? Et le deuxième neurone va envoyer des messages qui vont arriver jusqu'au cortex cérébral. Et lors du cortex cérébral, nous avons la perception de la douleur. Mais entre la transduction et la perception de la douleur, nous avons une étape qui est la modulation. OK? La modulation, vous avez des voies descendantes qui vont essayer d'inhiber la douleur. Vous avez d'autres sensations comme le toucher, on verra ça un petit peu plus loin, le toucher qui va et diminuer la douleur. Donc, vous avez la modulation entre transduction et perception. OK? Vous avez des afférences qui vont du même côté, mais vous avez des afférences qui vont décusser, si vous vous rappelez votre physiologie nerveuse, OK? Et vous allez avoir une autre voie ascendante de la douleur. Ce qui est important, c'est que toutes ces sensations doivent passer dans le thalamus. Et le thalamus, comme vous voyez ici, c'est le siège de l'émotion. OK? Donc, c'est au niveau du thalamus que cette sensation ressentie va avoir son caractère désagréable et être perçue au niveau cortical comme étant une douleur. Donc, je reprends. Le neurone, OK, le récepteur reçoit la sensation, OK, le transforme en potentiel d'action, c'est-à-dire en influx nerveux. Ça, c'est dans le premier neurone. Ensuite, vous allez avoir un deuxième neurone, OK? Vous avez l'interneurone ici, on verra, il va servir pour le réflexe de la douleur, qui est le retrait, ou un réflexe de défense face à la douleur. OK? Vous avez une décussation qui va se faire, et la sensation douloureuse va utiliser la voie spinothalamique. Autrement dit, spino, c'est la moelle épinière et la colonne vertébrale, et ça va au thalamus. Arrivé au thalamus, vous allez avoir, OK, euh, le siège, vous allez avoir l'émotion qui va être donnée dans cette sensation pour qu'au niveau corticale, on puisse ressentir ça comme étant une douleur. Et pendant tout ce trajet-là, vous avez des modulations qui vont soit augmenter la douleur, soit diminuer la douleur. Donc ainsi, la douleur utilise le système somatosensitif et va régir et qui régit quatre modalités sensitives: le toucher, la proprioception, les sensations thermiques, chaud-froid et la douleur. OK? Entre le message douloureux périphérique et la perception de la douleur, il existe une cascade électrique et chimique qui se divise en quatre étapes bien distinctes. Je ne sais pas si vous me suivez jusqu'à présent. Et on va voir ces étapes.
OK? La première étape, comme on l'avait vu, c'est la transduction, c'est-à-dire c'est le codage du message sensoriel pour l'acheminement de l'information nociceptive vers la corne postérieure de la moelle épinière. Dès que l'information, c'est une information qui signe qu'il y a un danger, parce qu'en fait, quand c'est ça, la douleur, c'est signe qu'il y a un danger, il y a quelque chose qui ne vous fait pas bien. Donc, cette information, on va parler de nociception. Mais on verra que la douleur ne va pas dépendre simplement de la nociception. Donc, vous avez le stimulus douloureux, OK, qui est capté par les récepteurs et il faut transformer ça en un potentiel d'action. C'est donc la transduction ou le message d'agression. OK? On vous les montre ici, les nocicepteurs. OK? Vous avez aussi les récepteurs du toucher. Les récepteurs du toucher, ce sont les seuls récepteurs qui ne peuvent pas se transformer en douleur. Ainsi, le combat qui forme, par exemple, sous frappe un côté, lorsque vous frottez la peau, vous avez la sensation que la douleur diminue. OK? Parce que justement, le tac fin, le tac épicritique, vous rappelez, quand on avait vu la nociception, la somesthésie, le tac fin ne peut pas, c'est le seul récepteur qui ne peut pas se transformer en douleur. Donc, déjà, bon, ma font une anticipation, lorsque vous avez bon pommade pour combattre douleur, OK? Ou après que le plus souvent, pommade ça, il y a un bagage qui fait pour arrêter chaud, pour une sensation de chaleur. C'est-à-dire que, pommade là, il va laisser augmenter la sensation, les sensations du toucher, du tact fin, pour que justement, au niveau de la corne postérieure de la moelle, vous avez le fameux gate control, c'est-à-dire ce qu'on avait montré ici, qui fait partie de la modulation aussi. OK? Là. Donc, on a agrandi ça au niveau de la corne postérieure, le gate control, OK? Puisse diminuer la douleur. Donc, là, maintenant, vous avez la, la, l'explication pour qui ça que l'eau frappe et que vous passez délicatement, pas gros massage. Parce que si c'est un gros massage, c'est le tac grossier que vous réveillez. Or, le tac grossier peut être pris comme, peut se transformer en un message nociceptif. OK? Donc, lorsque vous appliquez délicatement un petit massage sur la peau, vous allez avoir une diminution de la douleur. Donc, on vous montre bien ça. Les récepteurs captent la douleur, envoient le message au niveau de la corne postérieure de la moelle. Vous avez un deuxième neurone qui le plus souvent va décusser. Le passage se fait dans le thalamus et après ça, un autre interneurone envoie ça au niveau de la corticale où vous avez la perception de la douleur. Donc ça, c'est la transduction. OK? Donc, parlons un petit peu des récepteurs. Nous avons différents types de récepteurs ici. OK? Ces récepteurs peuvent se trouver au niveau de la peau, comme ces récepteurs-là peuvent se trouver au niveau de n'importe quel organe. Mais si c'est un organe, et comme par exemple le foie, on va avoir un autre type de sensation nociceptive. Se rappeler que la sensation consciente des viscères n'existe pas, mais elle n'existe que lorsque le viscère a un problème. Lorsque vous n'avez pas d'hépatite, vous ne sentez pas votre foie. Donc, les récepteurs périphériques de la douleur, qu'on appelle encore des nocicepteurs, mais jusqu'à présent, les auteurs n'arrivent pas bien à s'entendre avec le rôle des nocicepteurs. OK? Il est généralement admis, vous voyez bien, on dit généralement admis. Ça veut dire que n'importe qui peut venir et contredire ça avec preuve à l'appui. Donc, il est généralement admis qu'il n'existe pas de structure spécifique histologiquement individualisée pour calmer la douleur. Bon, ça, tout le monde va finir par l'admettre. OK, bon, une bonne partie. Les messages nociceptifs sont générés au niveau des terminaisons libres des fibres nerveuses constituant des arborisations plexiformes dans les tissus cutanés, musculaires, articulaires. Ceux qui viennent en retard, il y a beaucoup, j'ai fait un petit temps, on va me permettre de rentrer. OK? Euh, donc, sont générés au niveau des terminaisons libres des fibres nerveuses constituant des arborisations
plexiforme dans les tissus cutanés, musculaires, articulaires, ainsi que dans les parois des viscères. Les messages nociceptifs sont ensuite véhiculés dans les nerfs par différentes fibres classées en fibres myélinisées et non myélinisées. OK? On voit ici, vous avez les fibres A, alpha, delta, alpha, bêta. OK? Les nocicepteurs cutanés ont été les mieux décrits, parce qu'on les trouve, ils sont beaucoup plus apportés déjà, chez l'homme, et on distingue deux types présents au niveau de la proclame ainsi que dans les zones poilues. Vous avez des nocicepteurs unimodaux qui ne sont activés que par des stimulations mécaniques intenses. Ce sont par exemple des mécanorécepteurs électivement en relation avec les fibres A delta et des nocicepteurs polyvodaux de loin les plus nombreux qui répondent non seulement aux modalités précédentes de stimulation physique mécanique, mais également à des stimulations thermiques ou chimiques. OK? Donc ça, c'était pour les récepteurs. Et vous avez donc activation du récepteur. Et si ce récepteur envoie un message de la douleur, on va l'appeler nocicepteur parce que, comme on se rappelle, il n'y a pas de nocicepteur propre. Une fois les récepteurs stimulés, ils vont donc être, la stimulation va être retransmise au niveau de l'axone et va donner donc un potentiel d'action. Et vous avez, en gros, les fibres A delta qui sont peu myélinisées et les fibres C qui sont non myélinisées, qui correspondent à des sensations thermoalgiques et sont connectées à des terminaisons libres appelées nocicepteurs. OK? Et ces sensations-là prennent un petit temps avant d'être perçues. OK? Tandis que les fibres A, alpha, bêta, elles sont très myélinisées et vous allez, je ne sais pas si vous vous rappelez pour les nerfs, lorsque le nerf est myélinisé, vous avez un passage saltatoire, une conduction saltatoire qui va d'un nœud de Ranvier à un autre et la vitesse du potentiel d'action, ou encore appelé influx nerveux, est beaucoup plus rapide à ce moment-là. Donc, dans les fibres A, alpha, bêta, OK, sont responsables des sensations tactiles, sont connectés à des récepteurs bien différenciés sur le plan histologique. OK, si vous vous rappelez, est compliqué que des nous couvrent la peau, qui sont justement les corpuscules de Mesmer, de Ruffini, les disques de Merkel et les récepteurs de follicules pileux. OK, vous avez récepteurs de follicules pileux, corpuscules de Ruffini. OK, on les retrouve tous ici. Donc, la sensation, elle est captée, elle doit d'abord provoquer une stimulation du récepteur. Donc, vous avez la sensibilité du récepteur. OK? Donc, il faut que la sensation soit assez forte pour provoquer un potentiel d'action au niveau des récepteurs. Bon, à ce moment-là, on n'appelle pas ça potentiel d'action. Je crois que c'est potentiel d'activation. Bon, j'ai oublié le véritable terme. Et là, vous avez donc un tableau qui vous montre, OK, les différents types, leur diamètre, la vitesse. Vous voyez que lorsque c'est myélinisé, c'est beaucoup plus rapide. OK, on les retrouve dans les, les, les récepteurs spécialisés qui sont capsulés. OK, c'est moins rapide au niveau des mécanocepteurs. OK, et au niveau des nocicepteurs polymodaux, c'est encore moins rapide. OK? Donc, ici, vous avez le tact fin, OK, ce qu'on appelle la stéréogodie, si je me rappelle bien. Vous avez une pression légère, c'est mieux spécifique. Et vous avez aussi le tact, OK, pour la proprioception, la sensation et le tact profond. OK, et là, vous avez les autres. En conséquence, OK, première conséquence, vous avez le réflexe, OK, qui est le phénomène de retrait, qui est donné par l'interneurone. Donc, lorsque la sensation arrive au niveau de la cône postérieure, vous allez avoir un réflexe.
OK, qui est, vous voyez, main retirée, donc qui est réflexe de retrait. OK? C'est ce qui nous permet justement de réagir rapidement. Pourquoi c'est un réflexe? Parce qu'elle ne demande pas qu'on réfléchisse. Imaginez un peu que où tu es obligé de réfléchir. Donc, vous mettez main au du feu, vous regardez, vous dites, oh, mettez main au du feu, doit être un vide noir. Donc, si doit être un vide noir, c'est que la boulée, donc on perd doit être ou pour me retirer doit être là. Donc, on n'a pas besoin de réaction, on n'a pas besoin de réfléchir face à certains stimulus, il faut agir rapidement. OK? Donc, c'est le réflexe. Le premier réflexe, c'est le réflexe de retrait. Mais si le réflexe de retrait ne suffit pas, vous pouvez avoir parce que c'est un réflexe homolatéral, vous pouvez avoir un réflexe contralatéral de défense. Par exemple, si mère est en danger, main gauche en danger, ou qu'à servi à main droite pour libérer main gauche. Et nous pas réfléchir. OK? Donc, vous avez un réflexe de retrait, deux réflexes de défense. OK? Face à la douleur, justement. Ensuite, nous avons deux types de douleurs. OK? La douleur épicritique et la douleur protopathique. OK? Les fibres les plus grosses conduisent l'information rapidement et informent de la présence d'une douleur localisée. C'est ce qu'on appelle la douleur vive, aiguë. Le fait piquer doit être tout. OK? Vous avez une douleur vive. Ensuite, les fibres plus fines qui conduisent plus lentement vont être à l'origine d'une sensation douloureuse plus diffuse, la douleur sourde, subaiguë. Et cette douleur sourde, subaiguë, on la retrouve surtout après le réflexe de l'inflammation, de la réaction inflammatoire. OK, donc là, le premier réflexe, c'est le retrait et la défense. Deuxième réflexe, c'est la réaction inflammatoire. Donc, le déclenchement de l'inflammation et le déclenchement de l'inflammation, OK, va surtout être ressenti au niveau des fibres qui sont peu myélisées ou amyélisées et vous donner un deuxième type de douleur qui est la douleur sourde, subaiguë. OK, dans la douleur, et un exemple, au piqué doit être d'abord, c'est côté doit être piqué qu'on sent, qu'on a une sensation. Après ça, ou est douleur, alors comme une sensation, on a douleur. Après ça, ou est que douleur, il prend toute boîte là. OK? C'est ce qu'on appelle la douleur sourde, qu'on appelle encore la douleur en tache d'huile. OK? Par exemple, on met une gouttelette d'huile sur un papier, ou est que, il va le gailler, et ça, c'est la douleur sourde ou douleur subaiguë. Donc, dans le premier schéma, vous voyez les deux types de douleurs. Et dans le deuxième schéma, on vous montre justement, OK, ce qui se passe au niveau de la peau lorsque vous avez le message nociceptif qui arrive. Donc, caractéristique des deux types de douleurs aiguës et subaiguës. OK, la douleur vive, donc, des caractéristiques cliniques, douleur rapide, elle est vive à type de brûlure, puis à type de piqûre localisée instantanément. Sa durée, elle est brève, elle n'a pas de tonalité affective, autrement dit, la personne ne va pas développer une anxiété face à cette douleur. Et les fibres nerveuses, ce sont donc les fibres sensitives. OK? Tandis que la douleur lente, fibre sourde, diffuse à type de brûlure, installation lente, douleur prolongée. Et quand si cette douleur peut devenir douleur chronique, vous allez avoir des réactions affectives et végétatives. Autrement dit, végétative, c'est où il y a un type de douleur, ça, puis vous tombez à suer, ou pas sentir bien, ou vous mal à l'aise. Ça, ce sont les réactions végétatives et OK, ce sont les fibres sensitives C qui vont être le résultat de ça. OK? Et maintenant, nous allons de la théorie de la porte qu'on appelle le gate control. C'est ce que va-t-il se passer au niveau de la cône postérieure de la moelle lorsque la sensation douloureuse y arrive. Le message douloureux est modulé tout au long de son cheminement. J'aime te dire que entre la, 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 la- le signal de danger, le signal d'alerte, et la perception, vous avez une première chose qui était la, euh, la modulation.
Donc, le message douloureux est modulé tout au long de son cheminement par des systèmes régulateurs au niveau de la moelle épinière. OK? Il existe un filtre modulateur de très grande importance appelé la porte au niveau de la corne postérieure, c'est-à-dire lors de la synapse entre l'interneurone et le neurone sensitif. OK? Il a été décrit sous le nom de théorie de gate control par Patrick Wall et Ronald Melzack en 1965. Le message douloureux transite par cette porte qui peut être plus ou moins ouverte. Le débit du message douloureux peut donc être augmenté, réduit ou même totalement interrompu. Plus la porte est ouverte, plus le message douloureux est perçu comme intense. Cette théorie a permis de comprendre les effets de certaines réactions face à la douleur, comme par exemple mettre de l'eau fraîche sur une douleur, qui peut effectivement soulager une douleur en provoquant la fermeture de la porte. Dans le système nerveux, différents mécanismes régulent l'intensité de la douleur. Donc, on peut mettre de l'eau fraîche sur une douleur. Sur une douleur d'entorse, on peut mettre de la glace. J'insiste sur ce fait que la glace ne doit pas être mise directement en contact avec la peau. OK? La glace doit être mise dans un sachet et vous mettez là où vous avez la douleur. Donc, c'est le fameux gate control, théorie de la porte au niveau de la corne postérieure. OK? Et je rappelle que l'une des sensations qui vont moduler la douleur et diminuer cette douleur, c'est le tac fin, le tac épicritique. Deuxième chose, vous avez donc, premier, vous avez la transduction. Deuxième, on va voir la transmission. La transmission, le potentiel d'action nociceptif chemine dans le nocicepteur jusqu'à la cône dorsale de la moelle épinière. On a déjà vu. Où il sera transmis à un neurone de second ordre. OK? Donc, le deuxième neurone. OK? Et qui va relier cette sensation au thalamus. Donc, c'est un neurone de second ordre qui est spinothalamique de la moelle épinière vers le thalamus. Le neurone secondaire croise immédiatement, donc va décusser, il passe de l'autre côté, croise immédiatement dans la moelle en passant sous le canal de l'épididyme pour former la voie spinothalamique en position ventrolatérale de la moelle et conduit l'information jusqu'à différentes régions complexes ventrobasales et centromédian du thalamus somatosensoriel où il fera un contact synaptique avec le troisième neurone ou le neurone tertiaire. L'information codée est reliée vers la moelle, puis vers le cerveau pour produire la sensation douloureuse. Elle s'effectue en 3 étapes. Première étape, acheminer l'information vers la cône postérieure de la moelle. Deuxième étape, la moelle vers le thalamus qui va donner la sensation d'agréable ou de désagréable. Troisième étape, ça achemine l'information vers le cerveau. OK, donc nous avons la transmission. OK, donc le thalamus, c'est lui qui donne la sensation désagréable. OK, les différentes voies de modulation, c'est quoi la modulation? C'est un ensemble de mécanismes par lequel le message nerveux des nocicepteurs peut être modulé au niveau spinal, mais aussi au niveau central. Donc, au niveau spinal, c'est dans les voies ascendantes et descendantes de la douleur, on va avoir une modulation, OK? Mais au niveau central, au niveau du cortex, vous pouvez diminuer la douleur du patient au niveau du cortex. Par exemple, s'il y a un patient qui a une douleur et qu'au ballon black, OK? Bon, le seul fait que vous venez et que je peux dire que l'assurance du médecin, OK, elle est contagieuse. OK? Si médecin a déjà depuis le malade, il paniqué. Malade dans lui-même, il va dire qu'elle aime ce pas fort. Et ça va augmenter sa douleur. C'est ce qu'on appelle l'effet nocebo. Mais par contre, si vous mettez le malade en conscience, c'est que le malade voit votre assurance et voit que son monde qui est bête, cap fond bagaille pour lui, OK, vous allez développer ce qu'on appelle l'effet placebo. OK? Et l'effet placebo, c'est un mode de modulation qui est central. OK?
Donc, en particulier, il existe des contrôles inhibiteurs descendants issus du tronc cérébral qui s'exercent sur la transmission spinale des messages nociceptifs. Après stimulation nociceptive périphérique, il y a mise en jeu d'un contrôle inhibiteur diffus nociceptif provenant de nombreuses régions du tronc cérébral et mettant en jeu des voies noradrénergiques, sérotoninergiques et encéphalinergiques. On va quelque bagaille compliqué qui veut vous dire que dans toutes les étapes, avant la perception de la douleur, vous avez un tas d'étapes de modulation. Et le traitement de la douleur, ça va être en soi comment faire pour augmenter ces messages modulateurs qui vont diminuer la sensation douloureuse. Et c'est tout. C'est toute la conception du traitement de la douleur. OK? Et après ça, la personne, ouais, elle a fait mal, vous avez la perception. Donc, vous avez un schéma ici qui vous montre deux types de sensations. Le stimulus nociceptif arrive au niveau de la moelle postérieure, va décusser, OK, montré vers la voie spinothalamique, être perçu comme une douleur, OK, au niveau du thalamus et, OK, ça va dans le cortex sensoriel. Mais la même chose ça c'est une plume, donc vous voyez que c'est la sensation épicritique. Les fibres sont beaucoup plus rapides et ces fibres-là vont réagir au niveau du quai de contrôle. Ils peuvent même diminuer la sensation douloureuse. OK? Et vous avez toujours votre voix ascendante. OK? Et vous avez les activités cognitives. Parce que la douleur, au niveau de la perception, elle va être liée à toutes les sensations. Par exemple, lorsque vous brûlez dans une flamme, la perception nociceptive, ça se fait, mais vous avez les aires associatives, les aires d'association au niveau du cortex sensoriel, de la perception, qui vont associer à cette douleur tout ce que les autres sens ont permis, tout ce que vous avez ressenti au moment de cette douleur. Par exemple, s'il y a eu un grondement ou bien lors d'un coup de feu, tout et tout ça va associer ces sensations à la douleur. OK? Et l'une des choses les plus importantes que vous allez avoir lors de la perception de la douleur, c'est la mise en mémoire. Parce que si nous pas de mise en mémoire, ça, la première fois que nous boulons, OK, n'a oublié, n'a pas boulé encore. Par exemple, c'est évident que pour une flamme, ou bien sensation visuelle qui dit, ah, c'est une flamme, OK, c'est chaud, ça va me brûler. Mais par exemple, un fer à repasser. Le fer à repasser, vous ne voyez pas que c'est chaud, OK? Mais automatiquement, nous allons associer un paquet de bagages avec fer au passé. Est-ce que fer à brancher, donc je sais pas, le fer à repasser électrique, est-ce que fer à brancher, OK? Du moment que vous avez fer à brancher, du moment que vous avez fer à camper, que vous rappelez que il y a un monde qui t'a repassé, OK? Vous allez avoir une certaine, une certaine prudence lorsque vous allez voir un fer repasser. OK? Nous allons regarder ça qui est pris sous fer, est-ce qu'il lume, est-ce que les est-ce qu'on lumière rouge, donc tout ça qui vont associer. OK? Donc, la perception de la douleur est effective lorsque l'information nociceptive atteint le cerveau. Donc, c'est lorsque l'unité vient dans le cerveau qu'on a une sensation, ouais, qu'il faut mal. OK? On les voit, donc, talo-cortical. Ça veut dire, ça prend du thalamus au cortex cérébral. Ce sont les voies talo-corticales. Donc, premièrement, vous avez la voie du percepteur à la cône postérieure de la moelle au thalamus spinothalamus, ensuite du thalamus au cortex cérébral, ce sont les voies talo-corticales. Le neurone tertiaire, autrement dit, le neurone thalamo-cortical conduit ensuite les informations nociceptives vers différentes régions du cortex somatosensoriel. On se rappelle l'homunculus qu'on avait vu, on avait vu la partie corticale de la sensation. Donc, ça s'appelle le cortex somatosensoriel et à certaines structures limbiques. Les centres supérieurs de la douleur permettent de réaliser la complexité de l'équilibre entre les composantes sensorielles, OK, discriminative.
OK? Ce sont les aires somatiques pariétales, etc. Et affectives et émotionnelles. Tout ça, ça se passe dans le cerveau. OK? Et pour affective et émotionnelle, ça parle du cortex cingulaire antérieur, de l'insula. OK? Tout ça, c'est pour les zones affectives et émotionnelles de la douleur. L'activation du cortex préfrontal pourrait être en rapport avec les aspects cognitifs de la perception de la douleur. Ça paraît bizarre, mais on va voir, quand on va voir les quatre composantes de la douleur, vous allez comprendre ce que c'est que la discrimination et les aspects cognitifs de la perception de la douleur. La sensibilité thermique, quant à elle, est assurée par des récepteurs spécifiques qu'on appelle les thermorécepteurs. Donc ça, on avait déjà vu ça. Maintenant, on va ouvrir une étape, ce qu'on appelle la douleur viscérale. On se rappelle, la douleur viscérale, c'est une douleur qui a très peu de discrimination. Okay? Si vous rappelez le cours qu'on avait fait sur la somesthésie, la discrimination, c'est la capacité que vous pouvez dire exactement où se trouve la douleur. Et on a vu que pour la douleur vive, la discrimination était forte. Vous pouvez dire exactement où est-ce que vous l'avez. Mais pour la douleur viscérale, comme c'est pas une douleur qui est consciente, ok, la discrimination va poser des problèmes. Et ainsi, les viscères sont insensibles aux pressions, coupures et brûlures. Mais par contre, ils sont sensibles à la traction, à la distension ou à des réactions sous forme de spasme. C'est ce qu'on a dans les fameux coliques hépatiques, coliques néphrétiques. Et au processus, naturellement, inflammatoire. L'ischémie est un facteur essentiel au niveau musculaire responsable des douleurs angineuses qu'on a au niveau du cœur. La douleur viscérale est profonde, lancinante, sans localisation précise. Donc, la discrimination n'est pas facile. OK? Sans localisation précise et associée à des phénomènes végétatifs qui accompagnent cette douleur. Quand vous avez une douleur viscérale, vous nous suez, nous gagnons nausées, nous gagnons diarrhée. Donc, ce sont des phénomènes végétatifs réactionnels. La convergence viscérosomatique fait se connecter sur le même neurone secondaire des afférences viscérales et des afférences cutanées plus nombreuses et moins dispersées. Ceci est à l'origine des douleurs dites référées ou projetées. OK? Donc, ce schéma-là veut dire quoi? Que lorsque vous avez un nocicepteur au niveau d'un viscère où vous n'avez pas conscience, donc vous n'avez pas de sensibilité consciente, OK? Lorsque ce viscère-là est stimulé, OK, par soit une réaction inflammatoire, soit des réactions sous forme de spasme, OK, des réactions de traction, distension, par exemple, lorsque l'intestin est gonflé, ça fait mal, OK? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ces fibres nerveuses sensitives vont cheminer côte à côte avec les fibres de la sensation qui, elles, sont les sensations qui sont conscientes de la peau. Et ces fibres viscérales vont sensibiliser les fibres qui vont devenir nociceptives de la peau. Ce qui fait que, au niveau cortical, on va avoir la perception de cette douleur viscérale, non pas au niveau du viscère, mais au niveau de la peau, parce que le cerveau n'a pas encore conscience, n'a pas une réalité consciente du viscère et va plutôt reporter, projeter la douleur, OK, à une zone cutanée au lieu de la projeter au niveau du viscère. Par contre, si vous comprenez, ça me dit là. Est-ce que tout le monde a compris ce que je viens de dire? Hmm? Oui, oui. Donc, ça veut dire que le cerveau, au début, lors de la première douleur, parce que après ça, on va finir par avoir mal, la réalisation, le cerveau n'a pas conscience de votre destin. Ce qui fait que lors de la première douleur, le cerveau va donner la primauté aux fibres cutanées qui cheminent à côté des fibres sensitives de l'intestin et vous allez plutôt avoir mal au niveau de la peau alors que c'est le viscère. C'est ce qu'on appelle une douleur dite référée ou projetée. Et tout le caractéristique que l'on peut voir, c'est au niveau de la première crise cardiaque. OK? Où la personne va plutôt avoir une douleur au niveau du sternum et au niveau du bras. OK? Avant d'avoir une véritable douleur précordiale. OK? Donc, ça vous explique la douleur de la crise cardiaque
remonter au niveau du sternum et du bras, ça suit les nerfs cutanés parce que le cerveau a conscience de ces fibres nerveuses avant d'avoir conscience du cœur. Donc, on a expliqué la douleur. Je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on vient de voir? Est-ce que vous voyez c'est quoi une douleur projetée? OK, tout et tout. Les irradiations, est-ce que vous les comprenez maintenant? Bon, personne ne répond. Je suppose que c'est oui. Si quelqu'un a levé la main, non, personne. Maintenant, classification de la douleur. Bon, suivant le temps, suivant la durée. Vous avez la douleur aiguë et la douleur chronique. La douleur chronique, c'est une douleur aiguë qui dépasse 3 mois. On peut classer la douleur selon selon l'étiologie. Vous avez la douleur nociceptive que certains physiothérapeutes appellent la douleur tissulaire. OK? Et vous avez la douleur neuropathique où c'est le système nerveux qui est atteint. OK? Et vous avez vu pour le système nerveux. Le système nerveux est divisé en deux parties. Le système nerveux périphérique, les nerfs, et le système nerveux central, les centres nerveux. Donc, au niveau du système nerveux périphérique, vous avez des névralgies, où c'est le nerf qui fait mal. Donc, la sensation, c'est sur le trajet et le territoire du nerf. Une caractéristique de cette douleur, de cette névralgie, vous avez la douleur que vous avez lors de l'herpès. Vous avez la douleur que l'on ressent lorsque vous avez ce qu'on appelle la sciatique, la névralgie du nerf sciatique. OK? Et vous avez les fameuses douleurs nociplastiques qu'on appelait avant douleurs neurogènes. Maintenant, on les appelle des douleurs nociplastiques. Ou ce sont des douleurs cérébrales. Autrement dit, c'est au niveau de la perception, c'est là qu'il y a un problème. Ainsi, la personne peut avoir mal au doigt, OK? Et il n'y a rien au niveau du doigt. OK? C'est la douleur nociplastique. OK, dans la douleur nociplastique, j'anticipe un peu, elle arrive surtout lorsque la douleur aiguë devient une douleur chronique. Ainsi, les sensations du site douloureux, OK, vont toutes être transformées, alors je dis toutes, vont être transformées en douleurs nociceptives. C'est ce qu'on appelle, vous allez avoir des illusions nociceptives, où la personne va avoir de véritables douleurs, alors que le site où ces douleurs sont perçues, le site est guéri. OK? Donc, nous avons la douleur nociceptive, OK? La douleur neuropathique. Un des types de douleurs neuropathiques que vous avez, c'est la sensation du membre fantôme. La personne, on lui a coupé la main et elle vient vous voir parce que le pouce lui fait mal. Alors qu'elle n'a pas de pouce, elle n'a peut-être pas de pouce, mais les nerfs qui donnaient la sensation au pouce, ces nerfs-là existent. Et si pour une raison ou pour une autre, vous avez une stimulation de ces nerfs pour le pouce, la personne va vous dire que son pouce lui fait mal parce que cette sensation-là va être ressentie sur l'aire corticale sensitive du cerveau. Et même si vous avez coupé le pouce, mais l'aire corticale sensitive du pouce, elle existe toujours et elle peut être stimulée sous forme de douleur. C'est ce qu'on appelle le membre fantôme. Le troisième type de douleur, c'est la douleur cinématéria ou douleur psychogène. OK? Lorsque vous ratez un examen, ça fait mal. OK? Lorsque mon a mouru, ça fait mal. Une personne qui a subi un viol, elle va avoir aussi des douleurs psychogènes. On appelle encore des douleurs cinématéria où on ne va pas trouver de lésions tissulaires. Mais on se rappelle de la définition de la douleur. OK? Toute douleur exprimée est réelle. Et maintenant, on va voir de façon plus détaillée deux types de cette douleur parce que, comme je ne suis pas psychiatre, je ne vais pas aller m'étendre sur la douleur psychogène. Vous avez les douleurs nociceptives, encore les douleurs tissulaires. OK? C'est la douleur type signal d'alarme, quand c'est la douleur vive. OK? OK? Elle est liée à la stimulation des fibres sensitives périphériques par une lésion périphérique, quelle qu'elle soit. Donc là, il y a une plaie réellement. Donc,
la douleur nociceptive, côté gain malin, là, c'est là le formal. OK? Donc, elle siège au niveau de la douleur. Elle se compose de la douleur vive mécanique et de la douleur sourde. Ça, c'est la douleur nociceptive. Encore appelée douleur Vanier. Oui, Vanier. Attends. Je vois que Vanier a Oui, créé. docteur. Oui, vas-y. Oui, ma question est, lorsque vous parliez de la douleur nociceptive et du réflexe de retrait, Mhm. alors, vous avez dit que on ressent la douleur seulement quand cette douleur-là arrive au niveau du cerveau. Alors, je me demande pourquoi y a-t-il ce réflexe de retrait, alors que dans le réflexe de retrait, la douleur n'arrive pas encore au niveau du cerveau. Parce que, rappelle-toi ce que je t'ai dit, il y a certaines précautions qui ne peuvent pas être cognitives. Autrement dit, il y a certaines sensations qui n'ont pas besoin de la perception corticale pour avoir une réaction parce que ces sensations-là sont dangereuses. Est-ce que tu as besoin de réfléchir pour voir que ta main brûle? Non, ça va prendre trop de temps, ta main aura le temps de brûler. Lorsque tu as la sensation douloureuse de la chaleur, tu retires ta main rapidement. Et si ta main ne veut pas se retirer, donc ça, c'est le réflexe de retrait, tu as le réflexe de défense, tu vas utiliser l'autre main pour retirer la main qui a le danger. On a besoin de réflexe. Mais juste, je croyais que c'était le cerveau qui interprétait cette sensation pour dire Non. que telle sensation est dangereuse. Non, c'est ça le réflexe, justement. Le réflexe, c'est un interneurone. Le cerveau est fait d'un interneurone, mais le réflexe est un interneurone qui reste dans la moelle osseuse. Ce sont les centres nerveux qui réagissent, pas le cerveau. Le cerveau, ce sont les centres nerveux supérieurs. Mais au niveau de la moelle épinière, vous avez des centres nerveux qu'on appelle les interneurones qui vont réagir sans que ce soit un geste réfléchi. OK? Le centre nerveux, vous avez besoin justement d'un réflexe, vous n'avez pas besoin d'un réflexe réfléchi. Exemple, imagine que tu veux marcher. Imagine que tu n'utilises pas des réflexes de marcher. Alors, la coordination de la marche, ça se trouve au niveau du cervelet. Donc, ce n'est pas un acte conscient. Le cervelet, par excellence, OK, c'est le centre de coordination de réflexes le plus supérieur. Donc, tu imagines si tu n'avais pas ces réflexes, tu serais obligé de donner consciemment des ordres à tes muscles, OK? Et tu devrais savoir comment donner ces ordres à ces muscles pour pouvoir avoir une bonne coordination pour marcher. Donc, on dit contracter quadriceps, relâcher biceps fémoral, OK? Après ça, faut courir penser, relâcher et quadriceps, et puis contracter biceps fémoral pour la marche, et je ne parle que de ces deux muscles-là, OK? Tu ne pourras pas. Mais heureusement que tu avais les réflexes. D'accord, merci. OK? Scott, tu as levé la main. C'est Scott qui parlait? Et, docteur? Oui, je vois que tu as Et, levé la main. docteur. Et oui, concernant par exemple la douleur, je me demandais par exemple si la douleur n'avait pas par exemple un facteur assez abstrait là-dedans. Je m'explique, parce que pour la douleur émotionnelle, plus une personne s'habitue à ressentir une douleur, par exemple, on dirait qu'elle s'habitue et que la douleur ne fait pas autant mal que la première fois. Donc j'aimerais comprendre ce mécanisme. Premièrement, toute douleur est émotionnelle. OK? Ça n'existe pas, ça n'existe pas une douleur qui ne soit pas émotionnelle. Parce qu'on a vu ça. C'est une sensation sensitive et émotionnelle désagréable. OK? Mais de la même façon que lorsqu'on vous met un soluté, une perfusion, la ton sérum pour le fait que mettez aiguille là, ou sentil, après ça, ou pas sentil. Pour qui ça? Parce que pour un stimulus de même intensité, OK, la réaction sensitive et nociceptive va diminuer. On s'adapte. OK?
Et vous avez ça, par exemple, pour les soldats. Première fois, ils tuent un monde, wow, c'est problème. Et puis après ça, la personne s'habitue. On a ça aussi avec les gangs. Non seulement ils s'habituent à tuer des gens, mais ils peuvent même arriver à prendre un certain plaisir en voyant la personne qu'ils maltraitent souffrir. OK? Et ce phénomène-là est retrouvé aussi dans l'addiction pour les drogues. OK? Par exemple, bon, les chiffres que je vais donner actuellement sont des chiffres erronés. Si par exemple le drogué, OK, parce que le drogué, c'est quelqu'un qui se réfugie dans la drogue pour sortir de la réalité douloureuse dans laquelle il se trouve. Je vais peut-être caricaturer l'histoire, mais par exemple, au point de drogue, aucun problème. Ou connaît aucun problème, mais ça va faire rien de problème. Donc, problème, pas bon problème encore. Donc, si vous fallait 1 milligramme de cocaïne pour être dans cette station et que ce 1 milligramme de cocaïne vous donne un apaisement pour 1 heure de temps, OK, la deuxième ou la troisième fois, ce milligramme de cocaïne ne sera pas suffisant pour avoir pour avoir la même sensation et pour une telle durée. Donc, vous êtes obligé d'augmenter, OK, donc d'augmenter le stimulus pour avoir la même sensation. Mais il va arriver un moment où l'augmentation de la drogue sera létale. Ça veut dire que dosage qu'on va le prendre, il va le mettre la vie moun en danger, et c'est à ce moment-là que la personne prend trop de drogue et peut même en mourir. Ça va? Je ne sais pas si ça répond à ta question. Donc, pour un même stimulus, la réaction va diminuer. Ok, d'accord, bien sûr. Ensuite, donc, dans Docteur, cette... Oui, tout à l'heure, vous avez parlé de douleur néoplastique. J'aimerais savoir, est-ce que dossier c'est plastique. néoplastique? Oui. Oui, J'aimerais savoir est-ce que c'est cela qui explique aussi que parfois, lorsqu'une personne a reçu, je ne sais pas, un coup ou on va quelque voir. chose, et comme si genre, elle a reçu un coup, et puis ça s'est calmé, c'est guéri, et puis à chaque fois, on peut dire chaque année, à la même époque, Oui, elle ressent encore oui, cette même sensation de oui, c'est douleur. ça. Ça, c'est la douleur nociplastique. Ah, Mais d'accord. qui a aussi une petite connotation de douleur et psychogène, cinématéria. Je OK? comprends. Alors, Et puis j'aimerais savoir aussi. on a donné trois douleurs qu'on est en train de voir là, trois douleurs différentes. Mais il faut se rappeler que l'être humain l'être humain, n'est pas un ensemble de facteurs et indépendants l'un de l'autre. Donc, même si on a parlé de trois types de douleurs, on voit le premier type, OK? Donc, on a parlé de trois types de douleurs qui sont, je reprends là, la douleur nociceptive, la douleur neuropathique et la douleur psychogène. OK? Mais malgré tout, ces trois douleurs sont imbriquées les unes sur les autres. OK? Donc, il faut se rappeler que l'être humain fait un tout et une sensation ou bien un secteur atteint finit par atteindre tous les autres secteurs. OK? Maintenant, les douleurs neuropathiques, nous en avons deux. Quand c'est le nerf qui est malade, OK? Donc, quand c'est le système nerveux périphérique qui est malade, on va parler de névralgie. OK? Et à ce moment-là, la douleur siège sur le trajet, le territoire du nerf. OK? Un exemple de névralgie, c'est le frapper coup de nous. Vous frappez coup de nous et puis nous sentons que sensation, ça suit le nerf ulnaire, donc sur le bord ulnaire de l'avant-bras et ça arrive jusqu'au petit doigt. OK? Donc, c'est ce qu'on appelle une névralgie. Là, pour notre ligaments sciatique, on verra ça après, lorsqu'on verra l'arthrose vertébrale. OK? La personne va avoir une douleur qui va partir de la ceinture, irradier au niveau du membre inférieur, la face postérieure. Ça peut aller soit au niveau du talon, soit au niveau du petit orteil, soit au niveau du gros orteil. OK? Suivant que ce sont les fibres nerveuses euh, du nerf tibial qui sont atteintes ou bien du nerf fibulaire. Ensuite, les fameuses douleurs nociplastiques. Cette entité définit les douleurs liées à une altération de la nociception.
C'est-à-dire que nous sommes au niveau de la perception, sans stimulation des fibres sensitives périphériques, ni maladie ou lésion évidente du système nerveux central périphérique. Il s'agit d'une atteinte plus fonctionnelle qui en découlerait d'une réponse exagérée aux stimulus qui peuvent ne pas être douloureux. OK? Donc, c'est n'importe quel stimuli qui est perçu comme étant une douleur. OK? Donc, il s'agit d'une atteinte plus fonctionnelle qui en découlerait d'une réponse exagérée aux stimuli douloureux au niveau de la cône postérieure de la moelle ou au niveau cérébral avec une altération des contrôles inhibiteurs de la douleur. Autrement dit, c'est une sensibilisation centrale, qu'on voit centrale au niveau des centres nerveux. Autrement dit, c'est le centre nerveux, la perception de la sensation qui ne réagit pas bien, OK? Et elle va donc percevoir des sensations douloureuses de façon exagérée, mais qui vont aussi percevoir les sensations non douloureuses comme étant une douleur. OK? Ces douleurs multiplastiques ont une sémiologie proche des douleurs neuropathiques. En fait, quand ça fait partie des douleurs neuropathiques, puisque c'est le système nerveux qui est atteint. OK? Et elles sont certes diffuses, mais à type de brûlure. Donc, mon a senti côté à bouler, OK? Alors que pas gagné qu'à bouler, là, c'est on va qu'à piquer. Allodini. Allodini, c'est une sensation, allodini, c'est une sensation normale qui est perçue comme une douleur. Par exemple, au plume poule, ou fait mal. Donc, c'est une sensation non douloureuse perçue comme une douleur, ou encore une hyperalgie. L'hyperalgie elle-même, c'est une sensation douloureuse qui est perçue de façon exagérée. Par exemple, ou a piqué pour prendre ça, lui, on a pris l'embré, tellement bagarre a fait mal, alors qu'on dit, oh, pour piquer ça, on a pris c'est ce qu'on appelle une hyperalgie. Elles peuvent être isolées, comme de la fibromyalgie, bien que je n'aime pas ce terme de fibromyalgie. La fibromyalgie, c'est un terme qui a été inventé pour donner un nom à quelque chose qu'on ne comprend pas, ou associé à des douleurs de notre type, notamment nociceptives chez les patients atteints de rhumatisme inflammatoire ou d'une arthrose. On verra que ces douleurs nociceptiques, elles accompagnent toutes les douleurs chroniques. C'est-à-dire qu'une douleur aiguë qui dépasse 3 mois, elle est obligatoirement, elle devient nociplastique. OK? Une douleur de type nociceptif peut d'ailleurs évoluer vers une douleur nociplastique, ce que je viens de dire, à partir de 3 mois. OK? Même en cas de contrôle de la pathologie initiale. OK. On continue. Donc maintenant, pour arriver à déterminer la fameuse douleur et nociplastique, on a un tableau qui nous permet de voir. OK? Et c'est ce qu'on appelle le DN4, c'est-à-dire les 4 critères pour la douleur nociplastique. Donc, question 1. OK? La douleur présente-t-elle une ou plusieurs des caractéristiques suivantes? OK? Donc, les 2 premières questions, ce sont des choses que vous trouvez lors de l'interrogatoire. Et donc, vous allez poser des questions. Et c'est lors de l'interrogatoire que vous allez avoir ces réponses. C'est ce qu'on appelle le DN4. OK? Donc, la première chose qu'on vous demande, la douleur présente-t-elle une ou plusieurs des caractéristiques suivantes? Est-ce que c'est une douleur à type de brûlure? Est-ce que c'est une douleur à titre de sensation de froid douloureux? Et sensation de froid douloureux, ça, je me dis, nous, des packs à supporter climatiseur. OK? Mon ando, des packs à supporter et il va à supporter vent ventilateur. OK? En fin de compte, c'est pas le froid qui est un problème pour cette personne. OK? C'est plutôt le, la personne qui devient trop sensible au froid. C'est pour ça qu'on appelle ça sensation
fois douloureux. OK? Ensuite, est-ce que la personne ressent les décharges électriques? Attention, pour avoir la sensation de décharge électrique, il faut que la personne ait déjà été électrocutée. Mais si vous n'avez pas jamais électrocuté, par exemple, vous savez que vous avez des populations en Haïti qui n'ont pas qui n'ont pas vraiment de, 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 de- du contact avec l'électricité et ces personnes ne peuvent ne pas comprendre le concept de décharge électrique. OK, leur dit mon excursion, ils auront un petit courant. OK, se rappeler que l'haïtien, lorsqu'il ne comprend pas une question, il vous répond toujours par oui. OK? Donc, il faut que cette personne ait été à l'école, qu'elle ait appris, justement, qu'elle ait un sens de discernement pour pouvoir répondre non. Mais le plus souvent, la personne répond oui. Donc, il faut dire, mon excuse, si bah, elle a fait un petit zip, zip, tant qu'on petit coup, on va faire zip, zip, zip. Donc, il faut expliquer ce que c'est que la sensation de décharge électrique. Deuxième question, la douleur est-elle associée dans la même région ou plusieurs, dans la même région à un ou plusieurs symptômes suivants. OK, vous avez les fourmillements. OK, fourmillement, on a l'impression que c'est bête, c'est fourmi qui a paché sous col. C'est ça qu'on appelle fourmillement. Le picotement, est-ce que le senti tiba qui a piqué, donc au coup d'aiguille. Engourdissement. Alors, engourdissement, c'est la sensation de lourdeur. Est-ce que vous sentez pierre, vin lourd, ou bien mer vin lourd, ou bien bois vin lourd? C'est ça l'engourdissement. Et vous avez la sensation de démangeaison. OK? Alors, attention aux faux amis. Le monde a senti en mangeaison, c'est pas un bagaille, c'est pas une démangeaison ou mangeaison, son bagaille qui a mordé. Donc, c'est une sensation, une douleur à titre de morsure. Il s'agit de son bagage qui a mangé. Mangeaison, pas démangeaison. Ensuite, vous avez, donc c'était l'interrogatoire. Les deux premières questions, c'est dans l'interrogatoire. Les deux autres questions, c'est l'examen du patient. OK? Donc, la douleur est-elle localisée dans un territoire où l'examen met en évidence une hypoesthésie au tact? OK? Ou une hypoesthésie à la piqûre. Donc, on va le piquer, on va le donner, on va le sentir. Ensuite, quatrième, la douleur est-elle provoquée ou augmentée par le frottement? Ça vous met en rapport à ce qu'on appelle l'allodynie. OK? Donc, il faut avoir un score. Donc, pour chaque oui, vous avez un point. Bon, naturellement, donc non. Le non, c'est 0. Donc, le score du patient ne peut pas être supérieur à 10, donc, sur 10. Et lorsque vous suspectez une douleur neuropathique, le questionnaire DNA4 est donc utile comme outil de diagnostic. Ce questionnaire se répartit en 4 questions représentant 10 items accrochés. OK? Donc, comme vous avez vu, le praticien lui-même OK, interroge lui-même le patient et remplit le formulaire. À chaque item, il doit apporter une réponse oui ou non. À la fin du questionnaire, le praticien comptabilise les réponses, 1 pour chaque oui et 0 pour chaque non. La somme obtenue donne un score noté sur 10. Si le score du patient est égal ou est supérieur à 4 sur 10, donc vous avez 4 items qui sont positifs, le test est positif. Et, comme ce test-là, la sensibilité est 82,9% et la spécificité est de 89,9%. Autrement dit, c'est un test qui est dit être fiable. OK? Donc, ça, c'était pour déterminer la douleur nociplastique. Donc là, je vous donne justement, j'ai bien aimé ce schéma-là parce que ça vous donne la différence entre une hyperalgie et une allodynie. Donc ici, vous avez une stimulation thermique et mécanique ou chimique. Oui? Il y a quelqu'un qui veut poser une question? OK. Donc, vous avez la stimulation thermique ou mécanique. OK. Elle Docteur est... Demang, Oui. allô? Oui, je t'écoute. Docteur Demang, est-ce que le corps de l'homme n'est pas électrocuté naturellement? N'est pas quoi?
Qui se dit pour le corps de l'homme? Il doit être quoi? Est-ce qu'il n'est pas Est-ce quoi? que le corps n'est pas électrocuté naturellement? Ne contient pas du courant électrique naturellement. Le corps de l'homme contient des petites sensations électro-ioniques qu'on appelle des potentiels d'action quand il se déplace d'un point à l'autre. Sinon, on appelle ça des différences de potentiel et ça se retrouve au niveau de la cellule. C'est pour ça qu'on dit que au niveau de la membrane cellulaire, c'est pour ça qu'on dit qu'elle est polarisée. Parce que vous n'avez pas la même concentration d'ions à l'intérieur de la cellule qu'à l'extérieur de la cellule. Ainsi, toute cellule, toute membrane cellulaire est polarisée et ce qui permet à la cellule vivante de développer l'une des fonctions de la cellule vivante qui est l'excitabilité. Hein? Ça veut dire que là, tu dois faire l'amalgame de tout ce que tu avais étudié avant pour connaître ça. OK? Est-ce que nous songez que de part et d'autre de la membrane cellulaire, nous n'avons pas les mêmes charges électriques? Tout le monde songe ça? Ce qui fait qu'à l'intérieur de la cellule, c'est négatif et à l'extérieur, c'est positif. Et si je ne me trompe pas, cette différence c'est je crois que ça peut aller jusqu'à 60, moins 60 millivolts, on va comme ça. Je ne me rappelle pas des chiffres. 70 millivolts. Millivolts, voilà. OK? Et ça peut être, et en évidence, si vous mettez un microvoltmètre et que vous mettez les électrodes de chaque côté de la membrane. OK? Donc, la membrane est polarisée. Mais elle peut avoir ce qu'on appelle un potentiel d'action qui va provoquer la dépolarisation de cette membrane. Donc, connecter moins, ça vient plus, connecter plus, ça vient moins. Et elle peut retransmettre ce changement de polarité et la retransmission de ce changement de polarité qu'on appelle l'excitabilité, OK, forme ce qu'on appelle un potentiel d'action. Donc, c'est la cellule qui est excitable et vous avez deux cellules. Parmi tous les types de cellules que vous avez deux cellules qui vont augmenter cette fonction d'excitabilité, c'est la cellule musculaire et surtout la cellule nerveuse. OK? Et c'est parce que nous avons ces ions, parce que le corps humain, il est formé d'électrolytes, et c'est pour cela qu'à partir de certains ampérages, de certains voltages, le corps humain devient un corps conductible. OK? Et comme le courant, quand il passe, il chauffe le conducteur, donc une personne qui était électrocutée, lors du passage, parce que le courant va rentrer à un endroit et sortir à un autre, lors du passage de ce courant-là, toutes les parties concernées vont être brûlées. Et si vous avez des parties vitales qui sont brûlées, OK, vous allez mourir. Si ça passe par le cœur, et le cœur, vous savez, il est justement, pour bien marcher, il faut qu'il ait cette espèce de courant qui passe, ce courant qui est mis en évidence grâce à l'électrocardiogramme, OK, le cœur va avoir des problèmes. Vous avez ce genre de potentiel d'action qui sont beaucoup plus actifs au niveau du cerveau, puisque c'est le cerveau qui dirige tout, OK, des centres nerveux. Donc, si le courant passe par là, le cerveau, il arrête de fonctionner. Il y avait un chanteur qui, justement, avait été heurté par une ligne à haute tension lorsqu'il était dans un char allégorique du carnaval. Heureusement pour lui, le courant n'est pas passé par le cerveau, il est passé par la peau, et c'est pour ça qu'il a survécu. Mais si le courant avait pu rentrer dans la boîte crânienne, il a tout mouru. Lorsque vous avez la chaise électrique, vous faites passer un courant à haute intensité à partir de la peau et le courant va partir par les deux pieds. OK? Mais en fin de compte, la personne est brûlée intérieurement. Voilà. Je ne sais pas si ça a répondu à ta question. Oui, merci, docteur. OK? Donc là, vous voyez, nous sommes au stade de sensation normale, OK? Où les sensations nociceptives entraînent la douleur et les sensations non nociceptives n'entraînent pas de douleur.
OK? Mais ces sensations-là peuvent aussi agir au niveau de la porte et faire une modulation au niveau des sensations et nociceptives. Lors de l'hyperalgie, ici, et la lodynie en bas, lors de l'hyperalgie, la personne reçoit la douleur de façon exagérée. OK? Tandis que lors de la lodynie, une sensation non douloureuse est perçue comme une douleur. Maintenant, les composantes de la douleur, c'est-à-dire quels sont les différents facteurs que l'on va retrouver à l'intérieur d'une douleur. OK? Ces composantes, nous avons 4 composantes. La composante sensitive, valeur d'alerte, c'est qu'on appelle la nociception. OK? La composante affective et émotionnelle, ce qui va donner du contexte à la douleur. Donc, la première chose, on ressent la douleur au niveau de son corps. Dans le deuxième, on ressent ça au niveau de son cœur. Cognitive, la sensation, processus centraux. On verra. Donc, on ressent la douleur au niveau de son cerveau, de sa tête, et la sensation comportementale. Comment va-t-on manifester cette douleur? Donc, ce sont les 4 composantes. Donc, la première composante, c'est la composante sensitive qu'on appelle encore sensorie-discriminative. OK? Donc, elle correspond aux mécanismes physiologiques qui permettent le décodage de la qualité. Donc, elle va donner la qualité de la douleur. C'est une douleur à type de brûlure, décharge électrique, torsion, compression. OK? C'est la composante discriminative qui va nous donner la sensation de la durée de la douleur. Est-ce que c'est 10 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures de temps? OK? Donc, si c'est de l'évolution de cette douleur, si elle est brève, continue, chronique, récidivante, de l'intensité, si elle est forte, si elle est faible, et surtout de sa localisation, c'est la partie discriminative, OK, qui permet de localiser de façon plus ou moins exacte, précise, OK, la localisation des messages nociceptifs. Donc, c'est la douleur sensitive, encore appelée sensorie discriminative. C'est cette capacité qui vous permet de dire, ah, c'est une douleur qui me brûle, qui dure à peu près 10 minutes, et quand elle est là, elle est brève, ou bien elle est continue, elle est très, très forte, et je l'ai au niveau du bas du dos. OK? Donc, ça, c'est la composante sensorie discriminative. Ensuite, vous avez la composante affective et émotionnelle. OK? Et c'est elle qui donne à la sensation cette tonalité désagréable, agressive, pénible et définitivement supportable. Et elle est accompagnée de... là, donc, vous avez le contexte qui va entrer en jeu. Elle est accompagnée d'anxiété et de dépression. OK? Par exemple, l'une des particularités de la sensation affective émotionnelle, c'est lors de l'accouchement. En fin de compte, OK, d'après ce que j'ai pu comprendre, les contractions ne sont pas plus douloureuses. Mais, vu que la personne est dans le contexte de l'accouchement, si c'est une personne chrétienne qu'elle a dans la tête, tu accoucheras dans la douleur. Donc, il va avoir un léger aspect nocebo. Elle va développer l'anxiété et la dépression pour la prochaine douleur et elle sera donc beaucoup plus sensible. On se rappelle que sensible, c'est la capacité à recevoir, à réagir à une excitation. Elle sera plus sensible pour la prochaine contraction qui, elle, va lui paraître beaucoup plus douloureuse. Donc, ça, c'est la partie affective et émotionnelle. Ensuite, la partie cognitive, la partie qui vous donne la raison, OK, qui vous donne une raison pour la douleur. Elle correspond au processus mentaux mis en jeu par la douleur. OK? Et pour le dire en d'autres termes, la signification consciente ou non qui accorde le patient. Le militaire, le soldat blessé lors de la guerre, OK? Et surtout si le pays a gagné. OK? Il a l'impression que cette blessure, il a eu au service de la patrie. Cette blessure, il va en quelque sorte la valoriser. Donc, cette personne aura beaucoup moins mal qu'un civil qui reçoit la même blessure de guerre et que cette blessure-là le rend invalide. Il passe de quelqu'un qui était qu'à mettre tête li avec Kounia, il vient dépendre de entourage. OK?
Donc, ce sont des processus mentaux et centraux qui, et là-dedans, vous avez l'éducation, la culture et la mémorisation. OK? Donc, dans cette dernière composante, vous avez l'expérience de péché que je viens de dire, vous avez entre les blessés civils et les blessés militaires. OK? Donc, blessés civils, vous avez une perte d'emploi, des problèmes financiers, des insertions sociales. Donc, il faut demander beaucoup plus d'analgésique. Tandis que le soldat, il a la vie sauve, il retourne son domicile, il est considéré socialement. Ah, c'est quelqu'un qui a sauvé son pays. Donc, la demande d'opioïdes est moins forte. Ensuite, la quatrième composante comportementale, comment est-ce que la personne va exprimer sa douleur? OK, donc vous avez des manifestations observables. La manifestation la plus simple est la manifestation verbale où la personne va exprimer sa douleur, ça me fait mal, OK? OK? Et donc cette composante comportementale englobe l'ensemble des manifestations verbales, OK, et non verbales observables chez la personne qui souffre. Donc ce sont les plaintes, les mimiques, les postures antalgiques, l'impossibilité de maintenir un comportement normal, mais aussi les réponses végétatives réflexes qui nécessitent le recueil des données biologiques. Donc, nous avons des manifestations physiques, verbales et sociales. Par exemple, si vous avez, lorsque vous avez un accident et vous avez plusieurs personnes qui se plaignent, les personnes qui crient le plus fort, ce sont les personnes qui ont les lésions les moins graves. Parce que les personnes qui ont de très, très fortes douleurs, d'abord, si elles crient, ça va augmenter la douleur. Et ces personnes-là vont se déconnecter de la réalité pour ne pas souffrir, ce qu'on appelle la sidération. Un enfant qui souffre, OK, il ne réagit peu. Vous lui parlez, il a les yeux vagues, il a les yeux dans le vide, OK, il ne peut pas exprimer sa douleur est trop forte, c'est la viscération, la personne, OK, se décolle de la réalité pour ne pas avoir à souffrir. Donc, un enfant qui est malade et qui ne crie pas, c'est très, très grave. Maintenant que vous Docteur? avez la douleur, il faut pouvoir, oui, Oui, excusez-moi. Donc, vu, vu ce chapitre, j'avais une question. Par ouais, exemple, pour les personnes, par exemple, normalement, la douleur devrait, par exemple, réveiller quelque chose de désagréable. Mais il y a des c'est personnes pas qui aiment la normalement. douleur. Non, non, c'est pas seulement normalement. C'est la définition même de la douleur. C'est une Non, mais il y a des sensation gens, désagréable. mais il y a des gens qui prennent plaisir dans la douleur, par exemple les masochistes. Est-ce que ce n'est pas un processus psychologique qui est inversé chez eux ou bien, j'aimerais comprendre, par exemple, cette chose-là. Il y a des Écoute, personnes qui prennent littéralement leurs pieds quand ils souffrent. Ça ne provoque pas de réaction désagréable chez eux du tout. là, vous avez un comportement pathologique qui a même un nom. OK? Et ça, c'est le domaine de la psychiatrie. Je ne vais pas discuter dessus. OK? Je ne vais pas discuter des dysfonctionnements de la perception et dans l'interprétation de la douleur. Ça, c'est un problème psychiatrique du domaine de la psychiatrie. Et je ne suis pas psychiatre. OK? Donc Ok, là, d'accord. malheureusement, je ne peux pas te Oui. répondre. Donc, ces personnes masochistes-là sont des personnes dérangées mentalement, alors. D'après toi. Docteur, est-ce que ces Oui. personnes sont obligées d'être dérangées mentalement? Je ne pense pas. Les personnes qui prennent plaisir dans la douleur. Bon, on a oublié ce que j'ai dit. Qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit, je ne suis pas psychiatre. Donc, je ne vais pas réagir sur ça. OK? Ça, vous pouvez poser ces questions-là au psychiatre. Je ne suis pas psychiatre. Non, mais ces personnes-là ne sont pas enfermées dans un centre de psychiatrie. Donc, ils sont comme tout le monde. C'est C'est juste pas une toutes préférence, les je pense. pathologies, c'est pas toutes les pathologies mentales qui exigent un internement. OK? L'internement, si je me rappelle mes cours de psychiatrie, l'internement est obligatoire pour les psychoses qui entraînent un danger pour la société. Les névroses ne vont pas demander un internement. OK? Maintenant, le masochisme, je ne sais pas si c'est une psychose ou bien une névrose.
Mais c'est sûr que les masochistes, s'ils n'entraînent pas un danger pour leur environnement, ne vont pas être internés. Par contre, le sadique, c'est celui qui prend plaisir à faire mal. De façon exagérée, il est un danger pour la société et peut provoquer son internement. Ça va? D'accord, merci. OK? Donc, maintenant, cette douleur, pour pouvoir être traitée, il faut qu'elle soit évaluée. Comment va-t-on évaluer la douleur? OK? Bon, d'abord, il faut mettre le patient au centre du dispositif. Donc, préalablement, vous devez écouter le patient. Au début, quand j'étais en clinique externe, j'appliquais la méthode de Factory, c'est-à-dire que je faisais 2 ou 3 minutes par patient. Mais j'ai remarqué que cette pratique-là, ça m'empêchait de bien évaluer la douleur du patient. Donc, j'ai demandé minimum 15 minutes par patient. J'ai donc réduit le nombre de patients qu'on recevait en clinique externe. Donc, je disais qu'un médecin, pour bien évaluer ses douleurs, il ne pouvait pas avoir plus que 20 patients. Donc, si vous voulez avoir 60 patients qui sont vus par jour, il vous faut un minimum de 3 médecins en clinique externe. Parce qu'il faut écouter, croire et rassurer et expliquer. OK? Ne jamais mettre la parole d'un douloureux en doute. OK? Quelquefois, on peut anticiper, mais ça va demander d'avoir une certaine expérience. OK? Et limiter les douleurs iatrogènes. La personne vous dit qu'elle a mal au bras. Nous avons besoin de peser pour être là. C'est là. Oui, oui, oui. Est-ce que c'est là? Et puis, tout le monde, non, non. Je me rappelle cette histoire-là. Nous étions dans un groupe de stage. Nous étions 15 dans le groupe de stage et le moniteur nous a montré sur une seule patiente comment faire un toucher. Donc, vous imaginez, cette patiente-là a eu 15 touchés et 15 touchés de mains non expertes. OK? Donc, il faut limiter les douleurs iatrogènes, les douleurs qui sont dues par les douleurs des soins. OK? Pour un patient qui communique, OK, l'évaluation passe par le recueil d'informations, l'interrogatoire et l'auto-évaluation. OK? Et vous avez différentes façons d'évaluer ça. OK? C'est un patient qui communique. Vous avez la fameuse règle, c'est l'échelle visuelle analogique. Ça, c'est la phase du patient. Il va déplacer le curseur de pas de douleur à douleur maximale et inimaginable. Et de votre côté, vous pouvez mettre un chiffre à cette douleur. Et à chaque consultation, vous lui présentez la règle, vous remettez la règle là où il avait mise la veille, de mes côtés, vous mettez douleur, et puis vous demandez mon qui j'ai douleur. Donc, suivant que mon senti plus que hier ou moins que hier, la mettez soit vers, si c'est plus que hier, vers la douleur maximale, soit vers pas de douleur. Donc, ça, c'est l'échelle visuelle analogique. Bon, des gains, on a quand même, que comme déménager, puisque j'ai été obligé de laisser ma clinique. Donc, ma connaissance gagne toujours, mais j'ai trouvé une photo pour ça. OK, vous avez l'échelle numérique, c'est-à-dire que vous demandez que vous parlez une note pour douleur. 0, c'est le paquet de douleur. 10, tout, 10, c'est pic aux douleurs, vous pouvez imaginer. OK? Mais cela s'adresse à des patients qui communiquent et des patients, attends-moi 2 minutes, et des patients qui sont passés à l'école et qui comprennent cette histoire de donner une note. Un monde qui va passer à l'école, il pas qu'à utiliser échelle numérique là. Oui, il y avait une question? OK. Donc, si moun n'a pas passé l'école, il pas connaît ça, ça est que pour une note 0 avec 10 sur 10, ok, moun ça pas qu'à comprendre échelle numérique là. Ensuite, l'échelle verbale simple, OK? Qui j'en doule aille, la chose la plus simple, est-ce qu'il faut mal dit plus que hier ou bien moins? Ça vous donne quelque chose. Parce que l'évaluation de la douleur est importante. Parce que si la douleur persiste, ça veut dire que votre traitement est inefficace. Et le plus souvent, les médecins n'aiment pas avoir la preuve que leur traitement est inefficace. Et à ce moment-là, ou essayer de suggérer aux patients que ça nous, c'est pas ça. À mon cher, ou bien à ma chère. Ou pas qu'à dire qu'il faut mal le traitement. Ouais, tout médicament que bon.
vous ne pouvez pas suggérer une réponse ou bien imposer votre réponse à la réponse du malade. Vous devez avoir la modestie d'admettre que le malade te dit que la douleur a augmenté et maintenant réévalue votre traitement pour l'augmenter. OK? Le plus souvent, moi-même, l'homme va mettre mon médicament pour, par exemple, si mon a des douleurs lombaires. Si le traitement ne marche pas, OK? Automatiquement, m'a fait un scanner parce que ça peut être des métastases. OK? Bon, l'idéal aurait été que pour chaque douleur lombale, vous demandez à la personne de faire un scanner, mais le scanner est tellement cher, on va qui arrive dans 300, 400, 500 dollars américains, ou pas qu'à demander, faire scanner n'importe qui là. C'est la limite de la médecine haïtienne. OK? Maintenant, le traitement de la douleur, on verra le traitement de la douleur au prochain cours. Est-ce que vous avez des questions? OK. Donc, on va s'arrêter là. Je vous dis donc au revoir et au prochain cours.